Ok, donc on va pouvoir démarrer. Bienvenue à tous pour ce webinaire sur le secteur du service aux personnes. N'hésitez pas à participer au quiz qu'on vous propose. Donc rapidement, je vais vous redonner les consignes. L'idée, c'est que vous puissiez cocher sur les affirmations qui vous semblent exactes. Et donc les 6 propositions qui sont faites, c'est 58 000 personnes travaillent dans le secteur des services à la personne en Pays de la Loire. Donc on est sur 2015, des chiffres 2015. Ensuite, en Pays de la Loire, le recours à des organismes prestataires dans les services aux personnes est majoritaire par rapport à l'emploi direct par un particulier employeur. Donc, si vous pensez que c'est vrai, vous cochez la case, et sinon, vous laissez la case vide. La troisième proposition, en Pays de la Loire, 75% des salariés sont des femmes. La quatrième question, en Pays de la Loire, 30% des salariés ont 55 ans ou plus. En Pays de la Loire, 70% des salariés sont à temps partiel. Et la dernière proposition, en Pays de la Loire, 32% des personnes travaillent également dans un autre secteur. Donc voilà, je vous invite à pouvoir répondre aux questions. Je vous laisse encore une petite minute et puis ensuite on va vous proposer de vous donner les réponses sur le quiz. Et puis ensuite on démarrera le webinaire à proprement parler. Alors pour m'accompagner sur ce webinaire aujourd'hui, j'accueille Marie Delay de la FEPEN. Donc je vais tourner un petit peu l'écran pour que Madame Delay apparaisse. Bonjour. Et j'accueille également Monsieur Verdier de l'ADT, l'aide à domicile pour tous. Bonjour. Donc l'aide à domicile pour tous, qui est une structure associative qui intervient sur le département de la Loire-Atlantique. Et Monsieur Verdier a également des responsabilités au sein de l'UNA. Donc voilà, vous nous donnerez plus d'éléments tout à l'heure, Monsieur Verdier. Alors, je vais diffuser les résultats du quiz. Les réponses que vous avez cochées. Et puis, on va donner les réponses dans un petit moment. Donc, sur le sondage, donc on va clôturer le sondage. Alors, la première proposition qui vous était faite, c'était 58 000 personnes travaillent dans le secteur des services à la personne en Pays de la Loire. Donc, il y a 4 personnes qui ont pensé que cette affirmation était exacte. Et donc, effectivement, c'est les chiffres qu'on a pour 2015. On est bien sur 58 000 personnes qui travaillent dans ce secteur d'activité. La deuxième affirmation, le recours à des organismes prestataires dans les services aux personnes est majoritaire par rapport à l'emploi direct par un particulier employeur. Alors, vous êtes 5% à avoir pensé que 50% pardon, à avoir pensé que cette affirmation est vraie. Alors c'est effectivement on est assez proche en fait en termes de recours à des organismes prestataires et emploi direct, puisque 53% du recours aux services aux personnes se fait en emploi direct. Donc la réponse était faux. Mais on voit bien qu'on est à 47% sur le recours à des organismes prestataires, donc on est assez proche donc pour ce qui concerne l'année 2015. La troisième proposition, en Pays de la Loire, 75% des salariés sont des femmes. Alors la réponse est fausse, puisqu'on est à 90% de salariés qui sont des femmes dans le secteur des services aux personnes. Donc c'est encore plus que ce que vous aviez imaginé. La quatrième proposition, 30% des salariés ont 55 ans ou plus. Donc cette affirmation est vraie. Donc voilà, on en reparlera tout à l'heure, je pense, avec Madame Delay et Monsieur Verdier, mais du coup, c'est pas sans poser de questions sur le renouvellement des salariés dans ce secteur d'activité. La cinquième affirmation, 70% des salariés sont à temps partiel, donc vous êtes 9 à avoir pensé que c'était vrai. Alors là, on est à 90% de temps partiel dans le secteur des services aux personnes, donc c'est encore plus que, là encore, ce que vous aviez imaginé. Et puis la dernière affirmation, 32% des salariés travaillent également dans notre secteur, donc ça, cette réponse est vraie. Donc voilà, qui est d'ailleurs à corréler avec les temps partiels, puisque il peut y avoir un certain nombre de personnes qui travaillent dans le service aux personnes, mais également dans un autre secteur d'activité. Donc, on va passer tout de suite au sommaire de ce webinaire. Donc, pour cela, je vais partager un document PowerPoint que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants. Donc, l'objet aujourd'hui de ce webinaire, c'est bien de parler des services aux personnes. Alors, la première chose qui nous est apparue utile, c'est de pouvoir se dire, ben voilà, quand on parle de services aux personnes, de quoi on parle?
Ensuite, on va voir qu'il y a effectivement différents modes de recours ou d'intervention donc dans le secteur des services aux personnes. Donc, on regardera ça dans le détail. On l'a déjà un petit peu approché. On a parlé du mode prestataire, de l'emploi direct. Voilà, on va pouvoir un petit peu préciser ces notions-là. Ensuite, on va revoir un petit peu quelles sont les grandes familles de métiers dans ce secteur d'activité. On fera avec Madame Delay un zoom sur le particulier employeur et puis ensuite avec Monsieur Verdier un zoom sur l'activité prestataire. Et puis pour finir, on verra quelles sont les évolutions à venir donc dans le secteur d'activité et puis les enjeux pour demain sur ce secteur. Donc pour démarrer, sur effectivement que recouvre le service aux personnes, il y a une loi, donc la loi Borloo en 2005, qui a défini par décret que signifie le service aux personnes. Donc il y a un certain nombre d'activités, on va le revoir un peu plus loin, donc notamment la garde d'enfants, l'assistance aux personnes âgées ou dépendantes, l'entretien ménager, le soutien scolaire, etc., qui sont définis par décret. Donc vous avez le lien qui est indiqué sur le document PowerPoint. Je vous précise tout de suite que la présentation PowerPoint qu'on vous donne, elle vous sera adressée tout à l'heure avec une évaluation sur votre satisfaction par rapport à ce webinaire. Donc, si on regarde effectivement ce secteur d'activité, le point commun, c'est que les activités sont réalisées au domicile de la personne ou dans son environnement immédiat. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut retenir sur ce qui définit particulièrement le secteur d'activité des services aux personnes. Alors, il y a eu un nouveau décret en 2016 qui passe donc le nombre d'activités à 26 activités. Et on va revenir tout à l'heure dans le détail. Alors, parmi ces activités des services aux personnes, certaines sont soumises à un agrément, donc un agrément des services de l'État. Donc, c'est notamment la garde d'enfants de moins de 3 ans. C'est également l'accompagnement des enfants de moins de 3 ans dans leur déplacement donc à l'extérieur de leur domicile. Il y a également l'assistance dans les actes de la vie quotidienne pour les personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques. Donc ça, c'est en mode mandataire. On précisera tout à l'heure également ce que c'est que le mode mandataire. La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, également en mode mandataire. Et puis l'accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leur déplacement en dehors de leur domicile. Et puis, on a un certain nombre d'activités également qui sont, elles, soumises à une autorisation qui est délivrée par les conseils départementaux. Donc là, c'est pour le mode prestataire. Et donc, on retrouve les activités qui concernent davantage les personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques. Donc, que ce soit l'assistance dans les actes de la vie quotidienne, la prestation de conduite du véhicule personnel ou l'accompagnement dans les déplacements en dehors du domicile. Une petite précision aussi, et je pense que Madame Delay donnera également des éléments là-dessus tout à l'heure. La garde d'enfants par une assistante maternelle, elle s'exerce, elle, au domicile du salarié et donc pas au domicile du particulier. Donc, elle est exclue au sens strict du terme des services aux personnes. Pour autant, on est sur une relation d'emploi qui est proche puisque elle réunit entre guillemets un particulier qui a un besoin avec un salarié. La différence, c'est le lieu de cette activité. Donc, Madame Delay donnera quelques éléments tout à l'heure sur cette activité également. Alors, je vois qu'on a un petit commentaire qui a été mis. Voilà. Donc, vous avez effectivement une zone de chat dans laquelle vous pouvez intervenir. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez réagir, poser des questions, etc. Au cours du webinaire. Alors, sur les grandes familles de métiers, je vais passer un petit peu rapidement. Dans le diaporama, vous aurez des liens qui vous rebootent entre guillemets vers le site internet pour qu'ils définissent un peu plus dans le détail ces activités. En gros, dans les grandes familles, on a une famille de métiers qui concerne les métiers pour la famille et les personnes fragiles. Donc, on va trouver l'accompagnement à la mobilité, le métier d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale, la garde d'enfants à domicile, les opérateurs de téléassistance et les techniciens de l'intervention sociale et familiale. On a une seconde famille qui va concerner les métiers de la vie quotidienne. Donc là, ce sont effectivement les agents d'entretien de petits travaux et de jardin, les agents de surveillance du domicile,
L'assistance administrative à domicile, on va trouver aussi tout ce qui est soutien scolaire, donc enseignants à domicile, l'assistance informatique et Internet. Il peut y avoir également les métiers de cuisinier à domicile, d'employé familial, d'employé de ménage également. Et puis la troisième grande famille de métiers, ce sont les métiers de direction et d'encadrement dans le service aux personnes. Donc ça peut être les métiers de directeur de structure ou de responsable de secteur ou d'assistant aux responsables de secteur. Voilà sur les principaux métiers, les principales familles de métiers qu'on va trouver dans ce secteur d'activité. Alors tout à l'heure, on a évoqué effectivement que dans ce secteur, il y a différents modes de recours. On a parlé de l'activité prestataire, de l'activité mandataire et puis du particulier employeur. Donc sur cette slide, on vous présente un petit peu les principales différences entre ces différents modes de recours. Donc dans le cas de l'activité prestataire, le particulier est client. Donc il est client d'une association ou d'une entreprise ou éventuellement d'une collectivité territoriale. Donc c'est souvent organismes publics, souvent CCAS ou CIAS. Et donc l'intervenant au domicile, lui, est donc salarié de cette structure-là, entreprise ou association. Et puis on a les cas des activités mandataires ou particuliers hors mandat, où là, le particulier salarie directement l'intervenant au domicile. Dans un cas, donc dans le cas de l'activité mandataire, il a recours à une structure qui va s'occuper des formalités administratives, donc contrat de travail, bulletin de salaire, etc. On reverra dans le détail. Et puis dans le cas du particulier hors mandat, là le particulier employeur gère toute la partie administrative liée à l'activité d'employeur. Donc sur cette slide, c'est présenté, donc c'est une slide qui nous a été fournie par la FEPEM. C'est effectivement présenté, voilà, on voit le secteur du particulier employeur où soit on a l'emploi direct ou le mandataire, et donc dans les deux cas, c'est bien l'employeur qui est une personne physique. Et puis on voit le cas de la structure prestataire qui se charge du recrutement de l'ensemble des formalités administratives, et la structure est bien l'employeur du salarié qui intervient au domicile. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Est-ce que, Madame Delay, je vous propose peut-être de compléter sur cette différence entre… Alors, bonjour à tous. Donc en fait, oui, une des grandes différences par rapport à ces 3 modes d'intervention, c'est le fait que sur, le secteur du particulier employeur, c'est une convention collective spécifique qui va s'appliquer et qui fait que juridiquement, c'est, le particulier employeur qui est donc employeur du salarié et qui, reste, responsable de la relation d'emploi qui se met en place. Ce qui n'est pas le cas du coup dans le secteur prestataire où il existe différentes conventions collectives que Monsieur Verdier pourrait du coup nommer. Mais voilà, c'est vraiment la grande spécificité par rapport au mode d'intervention côté particulier employeur, c'est parce qu'il y a donc une convention collective qui s'applique spécifique. Voilà. Ok. Alors, si on poursuit effectivement pour comparer un petit peu donc en Pays de la Loire les différents modes de recours, on voit effectivement que le particulier employeur hors mandat représente, on va dire grosso modo, hein, si on regarde les chiffres 2015, c'est 47% de l'activité en nombre d'heures rémunérées. Sur l'activité prestataire, c'est environ également 47%. Donc on est précisément avec 20 261 heures pour l'activité prestataire et 20 245 heures rémunérées pour l'activité particulier employeur hors mandat. Et puis on voit sur l'activité mandataire, elle reste assez minoritaire puisque ça représente 2158 heures rémunérées. Ce qu'on peut observer aussi par ailleurs, c'est que entre 2010 et 2015, en Pays de la Loire, le nombre d'heures totales rémunérées est plutôt en légère diminution et que l'activité prestataire, par contre, progresse puisqu'on est passé de 19 139 heures rémunérées à 20 261 heures. L'activité particulier employeur, elle, est plutôt en diminution. Et donc, on arrive à peu près à un équilibre entre l'activité prestataire et l'activité particulier employeur hors mandat aujourd'hui. Donc, effectivement, on va maintenant faire un zoom sur
particulier employeur. Donc, je vais vous laisser commenter les prochaines slides, Madame Delay. Alors oui, nous, donc, au niveau de la FEPEM, donc la FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs. Notre objectif, c'est d'accompagner l'emploi à domicile entre particuliers. Et dans ce cadre-là, on a 2 branches professionnelles qui sont la branche professionnelle des salariés du particulier employeur, où on retrouve une convention collective qui est celle des salariés du particulier employeur, où on va donc retrouver des représentants salariés et des représentants employeurs, comme qui est indiqué sur la slide. Et puis, on a également une autre branche professionnelle qui est celle des assistants maternels, hein, donc, qui ne fait pas partie, comme on a pu l'indiquer, stricto sensu des services à la personne, mais qui, comme nous, au niveau FEPEM, concerne des particuliers, notamment des parents qui emploient en direct. Cela fait partie, en fait, de l'ensemble de notre secteur. Voilà, au niveau de ça. Juste pour information, ces 2 branches professionnelles, au niveau de l'État, il y a une volonté à ce qu'il y ait de moins de branches professionnelles. Donc, d'ici quelques années, il y aura une fusion de ces 2 branches. Voilà. Ok. Donc, peut-être que pour aussi donner le contexte de votre intervention, redire ce que c'est que la FEPEM. Alors, donc, la FEPEM est une organisation professionnelle, hein, donc on a 70 ans, enfin 71 ans maintenant. Et concrètement, on agit sur plusieurs niveaux. Ça va être un niveau d'accompagner le public et en particulier les particuliers employeurs sur leur démarche d'emploi. Hein, tout ce qui va être aspect administratif, mais également défendre au niveau national le modèle de l'emploi direct et le modèle mandataire, parce qu'on représente l'ensemble de ces 2 modes d'intervention au niveau national, avec cette idée de notamment défendre tout ce qui va être les dispositifs fiscaux pour pouvoir faciliter le recrutement et également montrer l'importance aussi du domicile aujourd'hui dans l'accompagnement, en particulier public fragile, sur lequel voilà, on travaille. D'accord. Donc là, juste pour rappeler le cadre, hein, donc 2 conventions collectives en vigueur dans notre secteur, celle des assistants maternels avec notamment des outils de déclaration dont vous connaissez, que vous connaissez peut-être, hein, donc pour les assistants maternels, c'est Page Emploi. Et pour tout ce qui est convention collective des salariés du particulier employeur, l'outil de déclaration, c'est notamment le CESU ou Page Emploi quand on est dans le cas de la garde d'enfants à domicile. Voilà. D'accord. Alors, les chiffres clés, effectivement, du secteur de l'emploi à domicile. Du coup, aujourd'hui, donc on est à environ 3,4 millions de particuliers employeurs pour environ 1,4 million de salariés en France, hein. Donc ça, ce sont les derniers chiffres que l'on a, qu'on a mis à jour en 2018. Et pour les Pays de la Loire, ça représente environ 256 000 particuliers employeurs pour 90 000 salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on représente des personnes qui deviennent particuliers employeurs à un moment T. Et ce chiffre bouge tout le temps. J'ai envie de dire qu'il y a toujours des nouveaux particuliers employeurs qui arrivent et puis des particuliers employeurs qui ressortent, entre guillemets, du système. Donc, on est toujours dans cette mouvance continuelle. Voilà. Ok. Alors, pour venir là, du coup, vraiment sur le secteur de l'emploi à domicile et en particulier tout ce qui va concerner la convention collective des salariés du particulier employeur, il y a eu, par le biais d'un travail avec les partenaires sociaux, la définition, on va dire, de 5 domaines d'activité qu'on retrouve. Donc, on va avoir tout ce qui est le domaine adulte. Là, c'est vraiment l'accompagnement des publics fragiles, donc que ce soit des personnes en situation de handicap ou des personnes en perte d'autonomie. Donc, on va retrouver dans ce domaine d'activité des métiers comme assistante de vie. Voilà. Derrière chaque domaine d'activité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grille d'emploi repère et selon les missions qui sont données, on va retrouver en fait un niveau à ce métier, à cet emploi repère, qui va correspondre en fait à un niveau minimum de salaire dans notre secteur. C'est-à-dire qu'un particulier employeur, par exemple, qui a besoin d'une assistante de vie pour vraiment l'accompagner dans tous ses actes de la vie, l'assistante de vie, elle va avoir un niveau de salaire minimum que le particulier employeur devra respecter dans son contrat.
Voilà. Après, dans les autres domaines d'activité, on a le domaine de l'enfance. Donc là, c'est au domicile du particulier employeur. Donc ça va être tout ce qui va être garde d'enfants à domicile ou babysitting. Ensuite, on a tout ce qui concerne l'entretien de l'espace de vie. Donc là, c'est, si je puis dire, à l'intérieur de la maison. Hein, donc ça va être tout ce qui va être employé familial dans notre secteur. Hein, c'est comme ça qu'on le Donc le dénomine. ménage, le repassage Ménage, aussi. repassage, oui, généralement c'est ça. Ça peut être aussi aide au repas sur certaines activités. Ensuite, en environnement technique, là c'est un peu plus vaste. On va retrouver tout ce qui va être cours à domicile, tout ce qui va être assistanat administratif par exemple, ou informatique, ou encore les personnes de compagnie, dames ou hommes de compagnie. Voilà, c'est là aussi qu'on va retrouver dans notre secteur. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle l'environnement externe. Donc, ce sont tout ce qui concerne les petits travaux de bricolage et petits travaux de jardinage. J'insiste sur l'idée de petit, dans l'idée que c'est toujours en fait le particulier employeur qui doit fournir les outils à son salarié qui intervient. On n'est pas là pour faire de la concurrence voilà, auprès d'entreprises ou d'artisans du bâtiment. Donc, on est vraiment sur des petits travaux de bricolage et des petits travaux de jardinage. Voilà, sur cette partie-là. C'est également dans l'environnement externe qu'on retrouve les gardiens de maison. D'accord. Voilà. Alors, en préparant ce webinaire aussi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait les métiers aussi de collecte du linge, par exemple, d'entretien du linge, etc. Un certain nombre de choses autour de la livraison. Ça fait partie aussi de ce secteur d'activité de l'emploi à domicile à la FEPEM? Alors, tout ce qui va être livraison, pas forcément. D'accord. Si on prend aussi, on a des évolutions hein, de métiers qui apparaissent et qui sont notamment de plus en plus déclarés par le CESU. Enfin, en tout cas, qui offrent ces possibilités-là. Aujourd'hui, si je prends l'exemple, par exemple, de l'accueil familial, donc c'est-à-dire que ce sont des salariés qui accueillent à leur domicile, qui ont un agrément du département pour accueillir à domicile, à leur sein de leur propre domicile, des adultes en situation de handicap, par exemple. Ça, typiquement, ça ne rentre pas encore dans notre secteur. D'accord. Donc en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les partenaires sociaux ont connaissance de ces métiers qui arrivent, de ces évolutions-là, et puis du coup, ils réfléchissent ensemble si oui ou non ça peut rentrer dans le secteur. D'accord. Voilà. Ok. Alors, sur la slide suivante, l'idée, ça a été de pouvoir présenter voilà, les connaissances et les qualités requises pour aller vers ces métiers, puisque donc vous qui travaillez soit en CIO, soit en Pôle emploi ou dans donc, les différents réseaux d'accompagnement donc des publics sur un projet d'orientation, sur un projet de reconversion, etc. On s'est dit que c'est intéressant pour vous de pouvoir se redire un petit peu, voilà, qu'est-ce qui est requis pour travailler dans ce secteur-là. Nous, en fait, on est quand même sur des métiers exclusivement sur du relationnel. Hein, donc, tout ce qui va concerner les principes entre guillemets de savoir-être, en tout cas de ponctualité, de rigueur, d'écoute, de respect des autres. Ça, c'est quand même très important parce que voilà, c'est du relationnel dans tous nos métiers. Après, selon la typologie aussi de l'emploi que l'on occupe et puis notre public, avoir une connaissance de ces publics, c'est quand même important. Donc, que ce soit des personnes en perte d'autonomie, en situation de handicap, etc. C'est quand même important. Forcément, la maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité quand on s'occupe d'un enfant ou quand on s'occupe d'une personne âgée, c'est juste ultra important. Voilà, c'est l'objectif. Et ce que je voudrais aussi indiquer, c'est que dans notre secteur, les salariés vont au domicile, donc des particuliers employeurs, ce qui demande voilà, ils vont tous les jours dans un nouveau contexte, enfin, chaque particulier a sa maison et donc son contexte de vie, donc ça demande aux salariés de s'adapter, d'être ouverts, d'être disponibles, et puis on l'évoquait tout à l'heure avec Monsieur Verdet, c'est la prise d'initiative aussi, voilà, quand on arrive dans la maison et qu'il y a peut-être besoin de faire un peu de ménage, même si le particulier dit bon non, tout va bien. Voilà, il y a peut-être des éléments à faire pour que l'accompagnement puisse se faire, voilà,
correctement, en tout cas. Ok. Alors, si on poursuit effectivement sur les conditions de travail, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez à l'instant, effectivement. Alors nous, dans notre domaine, ça va être exclusivement chez le particulier employeur, donc au domicile du particulier employeur. Dans le cadre de l'emploi direct, on est sur, du coup, pour les salariés, des relations contractuelles en direct avec des particuliers employeurs, souvent plusieurs particuliers employeurs. Et le principe dans notre secteur, c'est que les contrats sont en CDI. Voilà. Ok. Donc, ce sont des métiers physiques. Ça, faut l'avoir aussi, je pense, pour vous qui êtes au contact peut-être de demandeurs d'emploi ou de salariés en reconversion. Ce sont quand même des métiers physiques, hein. Il y a des gestes qui peuvent être liés à l'activité, quand il faut faire du repassage, du ménage, ou quand il faut accompagner le particulier pour se lever. Voilà, il faut savoir que ça peut être assez physique. Ouais, effectivement, quand on est sur des volumes horaires importants, 25-30 heures de ménage, d'accompagnement, etc., ça peut générer aussi une fatigue physique. Alors voilà, après au niveau des conditions de travail, bah, c'est le travail la semaine, mais également le week-end et parfois en horaire décalé. Hein, donc ça, c'est aussi à avoir en tête dans notre secteur. Alors, du coup, comme on intervient souvent chez plusieurs particuliers et dans des domiciles différents, bah, il faut prendre en compte le fait de se déplacer. Ouais. Voilà. Effectivement, ça c'est une question, la mobilité, on voit que ça peut être un obstacle dans pas mal de secteurs d'activité où il y a des offres à pourvoir, mais la question de la mobilité, peut-être on y reviendra aussi avec Monsieur Verdier sur est-ce que du coup ça en fait un critère déterminant, par exemple d'avoir le permis de conduire ou d'avoir un véhicule selon les territoires aussi, si on est plutôt sur un territoire rural ou urbain, etc. Ça peut être un critère, oui, en effet. Si le salarié ne peut pas se déplacer au domicile de son particulier, ça peut être un gros frein, en effet. Voilà, alors nous, c'est dans notre convention collective, hein, donc les revenus sont déterminés par la durée du travail. Hein, donc concrètement, on est sur une durée hebdomadaire, nous, en particulier dans la branche des salariés du particulier employeur, d'environ 17 heures par semaine. D'accord. Voilà, c'est une moyenne. Ouais. Ok. Alors sur les aspects formation, effectivement, puisqu'on l'a dit effectivement sur la connaissance des publics, sur les gestes et postures, etc., il y a des possibilités de se former même si on est salarié par un particulier. Oui, exactement. En fait, la branche professionnelle et en tout cas les partenaires sociaux, ils ont vraiment cette volonté d'accompagner la professionnalisation des salariés dans notre secteur. C'est-à-dire que on peut rentrer dans l'emploi direct sur certains emplois repères sans forcément avoir de diplôme ou de qualification. Diplôme en tout cas. Ça n'empêche pas qu'il y a des accompagnements qui nécessitent de l'expérience, voire un diplôme. Et l'idée, c'est que à partir du moment où dans notre secteur, un salarié est déclaré, dès sa première heure de déclaration, il bénéficie d'un plan de formation qui est de 58 heures par an dans notre secteur. Et ça, c'est Hyperia, l'institut qui gère tout l'aspect, on va dire, formation dans notre secteur. C'est-à-dire que Hyperia a été labellisé par la branche pour accompagner les organismes de formation à mettre en place des formations vraiment dédiées aux salariés de notre secteur. Donc, on a 4 grands catalogues de formation continue. Assistant maternel, garde d'enfants à domicile, employé familial et assistant de vie. Aujourd'hui, sans rentrer dans les détails de la réforme de la formation professionnelle que vous connaissez sans doute beaucoup mieux que moi, l'idée c'est qu'il y ait vraiment des passerelles entre chaque métier de notre secteur, parce que un des constats qu'on peut faire, c'est qu'en fait, nos salariés dans le secteur, ils peuvent être à un moment donné employés familial, après ils suivent aussi l'évolution peut-être de leur particulier employeur. Ils peuvent se retrouver à devoir faire un peu plus d'accompagnement parce que le particulier employeur est devenu plus fragile avec l'âge. Exactement. Donc, ils vont glisser petit à petit vers des postes plutôt d'assistant de vie. Et ça peut être intéressant à ce moment-là qu'ils puissent bénéficier de modules de formation.
Donc, on va dire que dans chaque module de formation, l'idée, c'est qu'ils aient autant des modules de formation vraiment techniques, que ça soit en lien avec une maladie, que ça soit en lien avec des compétences, par exemple, comment je dois cuisiner quand la personne a un diabète, ça peut être ça. Ou ça peut être vraiment des questions plutôt d'ordre relationnel ou des modules comme par exemple comment prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Voilà, on va être dans cette démarche-là. Sur il y a la posture professionnelle, entre guillemets. C'est ça, ouais. Exactement. Il y a vraiment toute cette possibilité, en sachant que ces catalogues de formation, bah, du coup, sont disponibles sur le site d'Hyperia et que vous pouvez les consulter sans souci. D'accord. Voilà. Et alors du coup, on va voir sur la slide suivante comment concrètement se met en œuvre la formation. Alors je vois que Fabienne de la MIF du Pays de Pouzauges, vous nous dites que le son est souvent coupé. Est-ce que pour les autres, vous avez les mêmes difficultés ou est-ce que peut-être pour Fabienne, vous redire si vous avez un casque le brancher sur votre ordinateur, ça peut faciliter. Ou autrement, ça peut être lié à une connexion qui est défaillante entre guillemets. Mais on va voir, peut-être les autres vont pouvoir nous dire si voilà, s'il y a des problèmes de son ou pas. Donc là, c'est vraiment une slide un peu plus technique, mais c'est dans le cadre du plan de formation. Hein, donc juste pour rappel, hein, pour un salarié, aujourd'hui, il y a 2 modes pour pouvoir partir en formation. On a le plan de formation et puis il y a tout ce qui concerne aussi l'utilisation de son CPF. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc ça, sur le CPF, je vais pas rentrer dedans, mais là, sur le plan de formation, on a 2 possibilités. Soit on rentre sur la formation sur le temps de travail, soit sur hors temps de travail. À chaque fois, quand même, nous, on conseille que le salarié formalise sa demande auprès de son particulier employeur, etc. Et de toute manière, le salarié, dans les 2 cas, recevra une rémunération tarif horaire qu'il aura négocié avec son employeur. Voilà. Donc, on est vraiment dans cet objectif-là, c'est de faciliter le départ en formation dans notre secteur, en sachant que là, actuellement, avec la réforme de la formation, on est en train aussi de travailler dans notre secteur à encore plus faciliter les démarches administratives pour que le départ en formation se fasse encore plus rapidement. D'accord. Et concrètement, il y a effectivement des employeurs qui jouent le jeu de permettre aux salariés de se former sur leur temps de travail, donc en étant rémunérés. Oui, alors de toute manière, que ce soit hors temps de travail ou que ce soit temps de travail, le salarié aura une rémunération. D'accord. Sur cet aspect-là. Et sinon, aujourd'hui, alors j'ai pas forcément les chiffres en tête, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que sur le secteur des assistants maternels, les assistantes maternelles, on va dire qu'elles prennent leur budget total pour le plan de formation et que depuis 2017, les salariés du particulier employeur aussi prennent du coup entre guillemets le financement possible et disponible pour pouvoir partir en formation, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, donc on est plutôt content que ça y est, les salariés s'emparent de cette opportunité. Ouais, exactement. Alors, on a effectivement des questions. J'allais vous inviter, si vous aviez des questions pour Madame Delay, avant qu'on puisse passer donc à l'intervention de Monsieur Verdier. Donc, Rachel de Pôle emploi qui nous dit « Ces formations sont accessibles uniquement pour les salariés du particulier employeur ou aussi dans le cadre des activités prestataires ?» Alors, dans le cadre, nous, ça va plutôt être à destination des salariés du particulier employeur. Après, on sait qu'on a des salariés qui sont embauchés par un particulier employeur, mais qui peuvent également travailler pour une structure prestataire. Dans ce cadre-là, du coup, les salariés peuvent bénéficier aussi des formations du salarié du particulier employeur. Ouais, et puis je pense que Monsieur Verdier pourra compléter dans un instant là sur effectivement les opportunités de formation pour les salariés des prestataires. Et puis donc Guillaume du Greta du Choletais qui demande si Hyperia est le seul interlocuteur pour la formation ou est-ce qu'il y a d'autres organismes qui en proposent? Alors en fait, Hyperia, il vient labelliser des organismes de formation qui sont après sur tous les territoires. Et donc il y a des organismes de formation dans votre secteur. Alors, je ne pourrais pas vous donner les noms, mais ça existe. Si vous souhaitez avoir la liste de tous les organismes de formation de proximité, le plus simple, c'est d'aller sur le site d'Hyperia et vous allez avoir en fait une sorte de carte. Et par rapport à votre lieu géographique, vous allez pouvoir savoir quels sont les organismes de formation qui proposent des formations à destination des salariés de notre secteur. Voilà. Ok.
Donc on va passer à la suite avec l'activité prestataire. N'hésitez pas effectivement à réagir, à poser des questions si vous souhaitez par la fin de conversation. Et puis on va passer sur l'activité prestataire et ensuite on reprendra un petit temps de questions-réponses aussi en fin de webinaire. Donc je tourne l'écran pour que Monsieur Verdier puisse apparaître aussi à l'écran. Donc sur effectivement l'activité prestataire. Alors, peut-être juste quelques données chiffrées rapidement, et puis ensuite, Monsieur Verdier, vous allez pouvoir commenter et puis donner des éléments sur cette activité. Donc, effectivement, les heures d'intervention par activité en France en 2015, on voit que l'assistance pour les personnes âgées, personnes handicapées, donc en mode prestataire, ça représente en gros 61% de l'activité des services aux personnes. Donc, tout à l'heure, on parlait de 26 activités, mais on voit bien que ces 26 activités, voilà, elles représentent pas toutes le même poids en termes d'heures rémunérées dans le secteur des services aux personnes. L'entretien de la maison, on est sur 26%. Et le petit jardinage, bricolage, on est sur 5% à peu près. La garde d'enfants également. Et puis après, le reste des activités, on est vraiment sur des choses qui sont beaucoup moins importantes en termes de volume d'activité en réalité. Je redis juste pour préciser, activité prestataire, ça peut être le secteur associatif, les CCAS, les entreprises et puis également les micro-entrepreneurs qui, depuis quelques années aussi, ont tendance à se développer dans le secteur d'activité. Là, une seconde slide que vous pourrez regarder un peu plus dans le détail. Ce qu'elle nous dit, grosso modo, c'est que selon le type de prestataire qui intervient, les activités vont être un peu différentes. Les associations, les organismes publics interviennent beaucoup sur les publics fragiles, donc assistance personnes âgées, personnes handicapées. Et puis, on voit que par contre, les micro-entrepreneurs vont sur des activités un peu plus variées. Ils sont présents sur le soutien scolaire, l'enseignement, par exemple. Sur le petit bricolage, jardinage aussi, ils sont davantage présents que associations, organismes publics. Et puis, également, alors voilà, sur la partie entretien de la maison, on voit bien que ça, c'est assez réparti, on va dire, entre les différents organismes. Une dernière slide sur les éléments de chiffres. Donc pour voir un petit peu sur les différents départements donc des Pays de la Loire, on voit qu'il y a un petit peu des disparités, puisque par exemple, si je prends l'assistance aux personnes âgées, pour les prestataires toujours, ça représente 71% en Mayenne et 66% en Sarthe, alors qu'en Vendée, on est un petit peu moins, on est à 48,5%. Alors, un des éléments d'explication qui était dans l'enquête INSEE, donc sur d'où est issu ce diagramme, c'est que en Vendée, notamment, il y a beaucoup de places d'hébergement dans des EHPAD, dans des structures pour personnes âgées, et donc du coup, mécaniquement, il y a moins de recours à des organismes prestataires, notamment pour l'accompagnement des personnes âgées. Peut-être, Monsieur Verdier, pour vous donner la parole, vous peut-être présenter dans un premier temps l'ADT. Donc, c'est une association qui intervient sur la Loire-Atlantique. Combien de salariés vous avez? Bonjour à tous. Donc, effectivement, là, on resserre sur le mode prestataire. Donc, ADT en Loire-Atlantique, on a 500 salariés, ce qui représente 330 équivalents temps plein. Et globalement, le réseau UNA là, sur les Pays de la Loire, c'est à peu près un petit peu moins de 5000 salariés. Et du coup, il faut faire on va être à 2700 équivalents temps plein. Donc, la première différence par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, c'est que en mode prestataire, donc le salarié, il est salarié d'une structure. Donc, une structure qui s'inscrit évidemment dans le code du travail, avec une convention collective. Donc, moi, je vais vous parler de la convention collective de la branche de l'aide à domicile, donc qui est appliquée pour le secteur de l'aide à domicile. Entre parenthèses, donc cette convention, elle date de 2010, elle a été mise en place en 2012. Mais en fait, elle est issue de la fusion de deux conventions collectives très anciennes. Une de 1970, l'activité la convention des TISF, dont on voit sur le slide le métier, technicien d'intervention sociale et familiale, Ouais. et l'autre de
83 qui était une convention sur le maintien à domicile. Voilà, donc le service à la personne, il est arrivé en 2005, mais les métiers d'aide à domicile, ils existent depuis bien longtemps. Après-guerre pour l'aide aux familles, et puis fin des années 70 pour les personnes âgées, donc avec des conventions collectives. Et donc effectivement, on resserre, enfin par rapport aux 26 métiers des services aux personnes, on resserre sur 3 métiers, l'assistance aux personnes fragiles, aux personnes dépendantes, majoritairement, le ménage, le repassage, et puis la garde d'enfants quand il s'agit des activités prestataires. À l'écran, donc vous avez donc les métiers, enfin alors 3 métiers emblématiques. On pourrait, donc ça c'est pour l'ADT, on pourrait rajouter des métiers d'aide-soignante pour les structures qui font du soin, les services de soins à domicile, les infirmières du coup, et puis après donc les métiers que vous aviez présentés tout à l'heure, responsable de secteur, assistant de responsable de secteur, mais évidemment majoritairement les métiers sont des métiers d'intervenants, des métiers de terrain. Je disais tout à l'heure donc qu'on respecte le code du travail. Donc nous, un salarié qu'on recrute aujourd'hui, on le recrute minimum 104 heures par mois, 24 heures mensuelles. Donc le pendant, c'est que il lui faut un véhicule parce que du coup il va avoir plusieurs lieux d'intervention, que globalement il va être moins maître de son planning d'activité puisque c'est bien l'association qui est qui vend une prestation à ses clients. Donc l'association, si elle recrute quelqu'un à 104 heures par mois, eh bien elle doit lui garantir tous les mois 104 heures d'intervention, alors même que certains clients vont nous quitter pour aller en institution, vont décéder ou vont nous quitter tout simplement parce qu'ils n'auront plus besoin de nos services. Et donc l'autre avantage, c'est que du coup, ça nous permet de proposer des activités variées. Alors après, ça dépend des associations, mais globalement, de plus en plus, nos associations diversifient leurs activités. Et donc, elles vont avoir des salariés qui vont faire de l'aide aux personnes âgées avec des contraintes, donc le matin pour le lever, le coucher le soir, le repas du midi, de l'assistance aux personnes en situation de handicap, mais également des heures plus de ménage et de repassage qui vont s'intercaler le matin de 10h à midi et l'après-midi, par exemple, de 2 à 4 pour faire simple. Voilà, ce qui permet à la fois de diversifier le travail parce que voilà, on a des salariés évidemment qui vont se retrouver dans nos associations, dans nos métiers par rapport à l'utilité sociale, le sentiment d'être utile, mais évidemment l'assistance aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et d'une manière générale à un public fragile, c'est extrêmement sollicitant physiquement dès qu'il y a des transferts à faire, et puis c'est extrêmement sollicitant psychologiquement. Et donc le fait d'avoir à un moment donné des activités plus comme du ménage ou du repassage chez des personnes plus des plus valides ou des gens plus actifs, eh bien ça permet de diversifier l'activité et d'avoir un temps de travail correct, parce que voilà, nous avant la loi des 104 heures, on recrutait minimum à mi-temps. Voilà, et effectivement, si on est en dessous d'un mi-temps, ou même aujourd'hui de 104 heures, on est vraiment sur un complément de salaire, alors que nous, on revendique vraiment le fait de pouvoir proposer des emplois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les perspectives comme vous le savez, on a évidemment du mal à recruter parce que le fait que nos métiers soient des métiers à temps partiel nous colle à la peau. Donc, si effectivement, par le passé, ça a pu correspondre à un certain nombre, notamment de femmes, qui pouvaient rejoindre nos métiers en seconde partie de carrière,
ces femmes-là, c'était dans les chiffres, elles partent en retraite aujourd'hui. Ouais. Il faut les remplacer par des salariés qui aspirent quand même plutôt à du temps plein. Donc, il y a encore des salariés qui vont souhaiter un temps de travail à temps partiel pour pouvoir travailler près de chez eux, pour gérer un certain nombre d'autres activités. Mais on a aussi des salariés qui aspirent à des postes à temps plein. Et donc, ça fait partie aujourd'hui des enjeux, des défis qu'on a à relever dans notre secteur pour pouvoir remplacer là, les nombreux salariés qui partent en retraite actuellement. Vous parliez justement de difficultés à recruter. Comment vous procédez, vous, aujourd'hui, l'ADT sur la Loire-Atlantique? Alors, en fait, les difficultés, aujourd'hui, l'exercice d'aujourd'hui, ça contribue effectivement à présenter un petit peu mieux les métiers. Donc, la diversité des métiers, dire que dans notre association, par exemple, on va alors avoir des salariés, donc on peut recruter des salariés sans qualification, qu'on va évidemment former, donc, mais cette fois-ci dans le cadre d'un plan de formation, d'un parcours de formation. Donc voilà, le salarié, il arrive chez nous. Dans les 6 mois, il va être formé au minimum des prérequis. On a parlé donc en termes de prérequis plutôt de qualité relationnelle. Donc il va falloir quand même qu'on le forme aux spécificités du métier. Ensuite, sur tout ce qui est transfert, toilette, donc sur des gestes plus techniques. Du coup, ça va lui permettre éventuellement d'être accompagné pour valider en fait cette formation par une validation d'acquis de l'expérience sur un titre d'assistante de vie aux familles, par exemple, et de changer de catégorie et donc d'avoir une meilleure rémunération. Et puis ensuite, on va avoir le même principe, donc on peut passer de 0 qualification au titre d'assistante de vie aux familles, au diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale ou d'auxiliaire médico-psychologique. Aujourd'hui, ça s'appelle le diplôme d'État d'assistant éducatif et social. Ouais. Et puis enfin, pour les salariés qui voudraient faire carrière, on peut aller jusqu'au diplôme d'État de travailleur d'intervention sociale et familiale. Donc, ça donne, entre guillemets, des perspectives de carrière. Et donc, l'exercice d'aujourd'hui, il a aussi vocation à dire que l'aide à domicile ou le service aux personnes, c'est pas simplement le ménage et le repassage. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, donc au-delà des aspects de recrutement, d'avoir des CV, de la difficulté à recruter, puisqu'on est dans une région où le taux de chômage est un petit peu, où il y a une reprise. Tous les secteurs ont des difficultés à recruter. Je vous passe les détails, vous connaissez ça par cœur. Donc aujourd'hui, l'axe, c'est pour nos associations, c'est la marque employeur. Et c'est de dire, venez chez nous parce que chez nous, il y a une convention collective de branche qui fait que si vous faites 1 heure d'intervention, vous allez être payé pour l'heure d'intervention chez la personne, mais vous allez être aussi payé pour les déplacements d'un domicile à l'autre ou d'une prestation à l'autre. Il y a des réunions d'équipe qui sont rémunérées. Il y a un effort de formation qui est au-delà de l'obligation de formation. Et puis, on vous rembourse les kilomètres, pareil, pour aller d'un endroit à l'autre. Et alors après, nous, à l'ADT, on est plus de 500. Donc, plus de 500, ça veut dire délégué du personnel, comité d'entreprise, CHSCT. Demain, aujourd'hui, c'est le CSE. Et ça veut dire qu'on a des instances représentatives du personnel qui obligent les employeurs à respecter la convention collective, qui éventuellement négocient pour faire en sorte qu'on fasse encore mieux que la convention collective. Et donc, tous ces éléments, ça fait partie de la marque employeur qui fait que les salariés vont, une fois qu'ils ont tester éventuellement différents fonctionnements, se retrouver. Voilà. Alors, on a des salariés qui sont qui préfèrent un complément d'emploi ou qui sont très qui veulent être libres de leur planning, etc., qui vont préférer le particulier employeur ou le mandataire. Mais on a aussi des salariés qui veulent un temps de travail important, être formés
être accompagné, donc notamment par la responsable de secteur qui va vraiment faire l'interface entre les personnes souvent fragiles et le salarié. Donc voilà, c'est vrai que nous, les clients, on leur vend donc une prestation qui peut être, enfin, qui est assurée par plusieurs personnes. Alors évidemment qu'il y a une personnalisation de cette prestation par la personne qui intervient. Et c'est vrai que voilà, on essaye de vendre que la salariée, que le salarié soit un homme, une femme, blanc, noir, enfin, etc. Ce qui nous importe, c'est la compétence qu'il a et la prestation qu'il doit réaliser, avec évidemment un engagement autour de la continuité de service. Et donc, le responsable de secteur, il est garant que le salarié va pas être dans un que le client ne va pas être dans une relation nocive. Voilà, on a quand même. Il doit protéger le salarié aussi en tant qu'employeur. Voilà. Nous, on doit faire en sorte que on doit protéger évidemment les clients ou les personnes fragiles chez lesquelles on intervient, en ayant des salariés formés, en ayant des salariés qui sont dans une posture professionnelle, mais on doit aussi protéger nos salariés de clients qui voilà, enfin qui sont dans une logique un petit peu, enfin qui est très éloignée en tout cas pour nous de la femme de ménage ou de l'employé de maison, enfin du domestique. Enfin, voilà, Alors, on a deux questions donc Guillaume du Greta de Choletais qui nous demande, en termes de formation, quel est le type professionnel qui correspond le plus à vos besoins? Est-ce que c'est le DEAVS? Non, pardon, le titre pro assistant de vie aux familles ou le DEAES? Alors, je fais une réponse qui m'engage plus personnellement, mais enfin, concrètement, le titre, enfin, le diplôme cible aujourd'hui, c'est vraiment le titre d'assistante de vie aux familles. Voilà, enfin, c'est clair qu'il y a 3 CCP, un sur la garde d'enfants, un sur la vie quotidienne, et puis un sur le service aux personnes, enfin le soutien aux personnes. C'est vraiment ce titre-là. Il est très facile aujourd'hui, donc vous connaissez, j'imagine, les dispositifs de POC, préparation opérationnelle à l'emploi collectif ou individuel. Et donc aujourd'hui, la plupart des POC qui sont organisés, les salariés sortent avec 2 CCP. Donc ils sont recrutés chez nous. Et en plus, aujourd'hui, le minimum des 3000 heures a diminué pour accéder à la validation des acquis de l'expérience. Donc, en fait, assez rapidement, le salarié qui va avoir une expérience, eh ben, il peut prétendre à la VAE. L'accompagnement, il est financé par notre plan de formation et par les accords qu'on a avec Uniformation, avec la région. Donc, on lui finance 24 heures d'accompagnement et il arrive au jury et voilà, enfin, il a 100% de chance d'avoir ce 3e CCP, donc de passer catégorie employé à domicile et donc d'augmenter sa rémunération. Voilà. Alors, hier, il y avait le diplôme d'État, donc effectivement d'auxiliaire de vie sociale ou d'auxiliaire médico-psychologique qui correspondait assez bien aussi, mais du coup on était sur une formation beaucoup plus longue et accessoirement, alors dans notre convention collective, la marche était un peu plus haute et du coup les financeurs, notamment le conseil départemental, trouvaient que ça coûtait cher. Mais aujourd'hui, la fusion des 2 diplômes, c'est un diplôme qui ressemble, enfin qui est vraiment, d'ailleurs son nom l'indique, assistant éducatif et social, et on est beaucoup plus proche de la TISF que vraiment de l'aide aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap. Ok, donc il y a également Rachel de Pôle emploi qui nous demande effectivement, est-ce qu'il s'il y a un temps de pause de plus de 30 minutes, les frais kilométriques sont pris en charge? Alors, en fait, aujourd'hui, il y a, donc dans notre convention collective, il y a un avenant qui s'appelle l'avenant 36 et en fait qui vient, qui vient dire que en fait tous les temps de déplacement entre 2 séquences doivent être rémunérés. Il n'y a pas qu'ils soient consécutifs ou non. Bon, les prud'hommes nous l'avaient déjà rappelé précédemment, mais l'avenant 36 sollicite ça. Donc du coup, bah, évidemment, l'intérêt pour nous, donc ça a un effet induit, c'est que ça oblige les employeurs à resserrer
la succession d'interventions et du coup à optimiser les plannings là où effectivement, voilà. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, un employeur qui fait que de la personne âgée, par exemple, où en fait il fait du matin, du midi et du soir, eh ben, il se retrouve en difficulté par rapport à ça. Donc, ça le pousse soit à diversifier ses activités pour pouvoir justement proposer des plannings plus complets. Ok. Alors, sur les slides suivants, effectivement, c'était sur les engagements de la convention collective sur la branche d'aide à domicile. Donc, voilà ce que vous avez indiqué, effectivement, les efforts de formation, le paiement des kilomètres. Et puis donc les coûts associés aussi qui sont générés par le particulier. J'avance et puis on va pouvoir. J'ai vu une question. Donc la formation minimum. Donc soit donc il y a aujourd'hui les dispositifs de POC dont j'ai parlé. Donc du coup on est vraiment sur les 2 CCP du titre d'assistante de vie aux familles. Après aujourd'hui les difficultés de recrutement sont telles que voilà, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, ce qu'on lui demande, c'est des qualités relationnelles, ça a été dit, et un véhicule. Et à partir de là, l'association, elle fait son affaire de former le salarié aux prérequis du domicile, donc qui vont être un petit peu les limites, le positionnement professionnel, et puis assez rapidement à des gestes techniques pour pouvoir proposer de l'activité autre que simplement ménage, repassage. Bon, on part du principe que les salariés savent faire du ménage, du repassage. Quelquefois, on est aussi obligé de les former. Mais bon, en tout cas, ça, au pire, on crame une chemise ou, enfin, bon, bref. Mais il y a des dégâts matériels, alors que évidemment, pour aller sur de l'aide aux personnes, eh bien, il va falloir passer là par des formations de gestes et postures, transfert et toilettes dont j'ai parlé. Ok. Donc, alors effectivement, sur cette slide-là, ce qui était présenté, c'était la CPRE, donc à laquelle vous siégez, je crois. Oui, alors la commission paritaire régionale pour l'emploi et la formation professionnelle, en gros, qui représente tous les employeurs et les salariés de la branche de l'aide à domicile associative dont j'ai parlé depuis tout à l'heure. Ce qui est à noter, c'est qu'il y a en Pays de la Loire une commission régionale et que, depuis de très longue date, en fait, cette commission paritaire, elle a convaincu notamment le conseil régional. Alors aujourd'hui, ça bouge un petit peu par rapport à la réforme de la formation professionnelle, mais en tout cas, depuis de longue date, en fait, grâce à la CPRE, pour faire court, les employeurs, ils ont leur plan de formation, donc qui est ce pourquoi ils cotisent. Et en fait, on a des actions cofinancées, qui correspondaient à l'époque aux EDEC. Je n'ai plus l'acronyme en tête, mais il y a emploi et compétences. Mais en gros, on va chercher des cofinancements régionaux de notre OPCA Uniformation, de la CNSA, donc la Caisse nationale de la solidarité et de l'autonomie. Et avec tous ces cofinancements, on finance donc l'accompagnement à la VAE dont j'ai parlé, éventuellement des plans de professionnalisation pour former les personnes qui auraient un allègement sur hier le titre ADVF ou le diplôme d'AVS ou le diplôme de TISF. Et puis toutes les formations qui sont toutes les formations spécifiques de notre secteur autour de gestes et postures, de transferts, toilettes, etc. Voilà, c'est vrai que on a une offre de formation spécifique. Là, on a même, par exemple, c'est des formations INRS qui adaptent en fait donc la formation PRAP et la formation SST, secouriste du travail, spécifique pour notre secteur, donc qui s'appelle acteurs, prévention, secours, aide et soins à domicile. Et donc il y a ces deux compétences-là, mais vraiment très spécifiques à l'environnement du domicile, avec la particularité, c'est que à chaque fois qu'on change de prestation, eh bien, on change de domicile, d'environnement, et donc de risque professionnel. Ok. Alors, n'hésitez pas, si vous avez encore une ou deux questions à poser, on va présenter peut-être la dernière partie du webinaire, c'était consacré aux évolutions du secteur et aux enjeux de demain.
Donc effectivement, Je fais juste oui, allez-y. Donc sur la question là que vous avez, il y a des structures qui embauchent sans diplôme ni formation pour faire des soins. Alors là, Alors, je sais pas si j'ai c'est une envie. question ou une Ah affirmation oui, d'ailleurs de madame. j'ai envie de vous dire non, mais effectivement, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une affirmation. Après, effectivement, on a ce qu'on appelle un glissement de tâches. Et donc, voilà, enfin, très clairement, alors ça dépend des territoires, ça dépend des structures, enfin, bref, mais effectivement, quand on parle de toilettes, c'est prescrit, c'est du soin. Sauf que enfin, là, on parle d'une toilette entière sur une personne immobile, grabataire au lit, donc une toilette complète. Ça, normalement, c'est prescrit, c'est du soin. Sauf que l'aide à la toilette, donc l'aide à la toilette, ça peut commencer par une personne qui est tout à fait valide, mais qui a pas son bras enfin, qui peut pas avec son bras se laver le visage sur le gant de toilette, etc. Et voilà. Et puis donc avec des situations, des maladies dégénératives ou des situations qui se complexifient, ben, on passe d'une aide à la toilette, d'une assistance à la toilette à une aide qui est de plus en plus complète. Donc la frontière est souvent ténue. Donc, à un moment donné, nous, notre vigilance, effectivement, c'est de faire en sorte que nos situations, elles soient régulièrement réévaluées et que, à un moment donné, on passe le relais d'une situation qui va dépasser notre champ de compétences et qui devra être pris en charge par une structure du soin sous réserve qu'on soit sur un territoire suffisamment doté ou correctement doté. Aujourd'hui, par exemple, on peut avoir des prises en charge du département, donc APA, aide personnalisée à l'autonomie, où en fait on nous dit, bon, voilà, c'est vous qui intervenez en attendant que le SIAD, le service de soins, ait une place de disponible. Donc, voilà. Ouais, c'est aussi, voilà, entre guillemets, une gestion de pénurie de main-d'œuvre qui peut avoir des impacts. Donc effectivement, sur les évolutions du secteur et les enjeux de demain, hein, ce qu'on a échangé ensemble pour la préparation de ce webinaire, c'était, voilà, je me souviens que Madame Delay parlait d'une explosion des besoins en main-d'œuvre. Donc effectivement, on a vu la pyramide des âges, le vieillissement des salariés, et puis parallèlement le vieillissement de la population générale en France, qui fait que ça crée une augmentation des besoins notamment sur toute la partie assistance aux personnes âgées. Dans les autres évolutions à venir, l'évolution des métiers, des modes d'intervention avec le numérique, peut-être, Madame Delay, vous pouvez nous dire un petit mot sur cet aspect-là? Oui, en fait, très clairement aujourd'hui, comme vous le savez certainement, hein, le numérique est en train d'arriver partout et dans tous les secteurs, et également dans notre secteur. Donc ça peut être autant des questions autour de la domotique liée au domicile, donc que voilà, les professionnels qui interviennent vont devoir peut-être apprendre à gérer, mais c'est aussi toute la question par exemple, pour l'aspect accompagnement du médical, on voit apparaître sur certains territoires tout ce qui est téléassistance, télémédicale. Ça peut être également aussi l'arrivée des ce qu'on appelle des robots de compagnons. Ça va être aussi peut-être demain des cahiers de liaison numérique. Je sais que ça existe sur certains territoires et même auprès de certaines structures. Donc voilà, très clairement, demain, le numérique va forcément faire partie de notre secteur également. Donc ça veut dire aussi peut-être des besoins d'accompagner les salariés pour qu'ils puissent savoir manipuler ces outils numériques. Exactement. Alors nous, clairement, dans le secteur de l'emploi à domicile entre particuliers, l'une des grandes évolutions est liée aussi aux moyens de déclaration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CESU existe encore en format papier, mais il va, avec le prélèvement à la source, etc., de plus en plus être marqué par des déclarations via Internet. Et ce que l'on constate, c'est qu'on peut avoir des particuliers employeurs qui ont des difficultés avec le numérique, mais parfois également des salariés de notre secteur qui, soit parce qu'ils n'ont pas forcément accès à Internet ou informatique, et qui peuvent avoir des difficultés pour aller, par exemple, récupérer leur bulletin de salaire sur leur compte CESU. Donc le numérique est vraiment, en tout cas, avec les partenaires sociaux, c'est quelque chose de très important pour nous.
Voilà. Et donc, dans les autres évolutions à venir, effectivement, il y a la question du rapprochement de branches professionnelles qui pourrait intervenir, donc avec notamment peut-être l'activité coiffeur à domicile qui serait rattachée. Et puis, donc si je poursuis pour aller un peu plus vite. Je vais juste revenir sur l'exemple du coiffeur à domicile. En fait, c'est parce que dans notre secteur, comme on est extrêmement lié en fait avec les services du CESU qui s'ouvrent à d'autres secteurs que simplement voilà les métiers de l'emploi à domicile en particulier, qu'on a un boom de tout ce qui est auto-entrepreneuriat, etc. Et également, on va dire, une évolution sociétale autour du domicile et puis des besoins au domicile. Peut-être que demain, d'ici quelques années, le coiffeur à domicile pourra être déclaré par le biais du CESU. C'est une vraie question, en tout cas, qui se pose. Voilà. Ok. Et donc effectivement, les autres enjeux, effectivement, qui étaient mentionnés dans l'étude INSEE, c'est la question donc des conditions de travail, d'attractivité des métiers. On l'a vu, ce que disait à l'instant Monsieur Verdier sur les questions de marque employeur, sur lesquelles pour pouvoir attirer des candidats et des salariés, des futurs salariés, les employeurs se posent ces questions-là. Il y a un enjeu de coordination des services aux personnes aussi, et puis de lien avec les EHPAD. Donc si la coordination des services aux personnes, c'est quand il y a plusieurs effectivement intervenants au domicile, comment on fait pour coordonner cela? Vous allez pouvoir. Oui, donc, pour moi, vraiment, les enjeux, le premier, c'est d'arriver à recruter les besoins en personnel par rapport à tous les besoins en lien avec le vieillissement de la population. Donc ça, on en a parlé, mais c'est quand même, pour moi, le premier enjeu. Autour de la coordination des services, aujourd'hui, dans nos structures, la plupart des salariés sont équipés de smartphones. Alors, ça peut servir pour la télégestion, mais surtout, ça permet d'améliorer en fait les transmissions avec des moyens modernes. Et donc, c'est un enjeu évidemment qui est très important entre les salariés de nos services, mais aussi avec les autres services. Et puis, le lien avec les EHPAD, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'inclusion dans le champ du handicap, d'EHPAD hors les murs ou d'EHPAD de demain. Et que, nous, à UNA en tout cas, on est vraiment dans cette dynamique et dans cette réflexion de la transformation de l'offre médico-sociale, parce que on inscrit, on va dire, notre activité, ou on cerne notre activité plutôt sur le médico-social. Et de trouver des passerelles entre le domicile et les établissements. On a déjà des projets d'habitat inclusif où en fait nos salariés du domicile interviennent au quotidien auprès des personnes qui habitent leur petit logement et donc sur les moments de vie quotidienne vont intervenir, ce qui permet toujours de diversifier les tâches de nos salariés, de les valoriser sur des responsabilités. Et puis, tout simplement, au lieu de faire 1 heure ou 2, mais on va dire 1 heure chez une personne, ils font des plages horaires de 4, donc moins de déplacements. Donc, voilà. Donc, il y a un vrai enjeu. Les établissements, il y aura, alors on est dans une région qui est plutôt bien dotée en termes de places, en particulier en Vendée, là, c'était dit tout à l'heure. Il n'y aura pas forcément de places de nouvelles places qui vont être construites d'une manière générale. Et il va falloir être imaginatif pour faire en sorte que la plupart des personnes qui veulent rester à domicile, elles soient accompagnées évidemment par des salariés qualifiés, et puis pour trouver un peu des passerelles entre le domicile et les établissements, et qu'on passe pas du domicile jusqu'à 85 ans, et puis à 85 ans, on irait en EHPAD. Donc ça fait partie des enjeux qui vont forcément modifier les métiers. Alors, est-ce que des structures comme les SPASAD, les services polyvalents d'aide et de soins à domicile, vont alors se développer? J'ai peur que non, mais même si effectivement ça correspond exactement à ce que je suis en train de dire, simplement les SPASAD, c'est encore autre chose, puisque c'était service d'aide et service de soins, mais les deux étaient à domicile. Peut-être aujourd'hui, le gouvernement précédent avait dit l'avenir du domicile, ce sera les SPASAD ou rien. Aujourd'hui, toutes les expérimentations qui ont lieu, elles sont plutôt enterrées. On n'en parle plus trop. On est un peu en attente.
Peut-être que ça reviendra. En tout cas, la cohérence voudrait qu'effectivement la question des SPACAD revienne à l'ordre du jour par rapport à ce que j'ai dit. Voilà, mais j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est des choses. Il faut qu'on travaille là-dessus auprès effectivement des politiques publiques. Voilà. Comme vous voyez, on avait beaucoup de choses à dire, que ce soit Madame Delay de la FEPEM ou Monsieur Verdier de l'ADT, et puis donc qui représente également l'UNA. Sur ce secteur des services aux personnes, on va vous envoyer donc le diaporama donc en début d'après-midi ainsi qu'un questionnaire d'évaluation. Juste sur les slides suivantes, voilà, les messages clés qu'on voulait faire passer, c'était effectivement alors plutôt sur le côté fédération, FEPEM, donc particulier employeur, la possibilité de choisir ou d'essayer de son temps de travail, de son planning, qui peut encourager des personnes à s'orienter vers ce secteur. C'est une activité qui peut être aussi exercée en complémentarité avec d'autres activités. Tout à l'heure, en introduction, juste avant le webinaire, on disait aussi entre nous que c'est aussi des métiers qui peuvent être exercés à proximité de chez soi. L'autre message clé, c'est effectivement les qualités relationnelles qui sont vraiment, on parle beaucoup d'approche compétences aujourd'hui, s'il y a un secteur d'activité où l'activité, les savoir-être sont vraiment essentiels, c'est bien le secteur des services aux personnes. En termes d'agenda, donc en Sarthe, vous avez du 25 mars au 5 avril une quinzaine sur le service aux personnes avec la présentation des métiers, des formations et des job dating. Et puis en termes de ressources, donc il y a un site internet qui s'appelle Cœur Emploi qui permet d'avoir des offres d'emploi, un certain nombre de ressources sur le service aux personnes. Donc je vous invite à aller consulter. Et puis on a mis sur cette slide-là également un certain nombre de sites internet et d'études qui ont permis de préparer ce webinaire. Pour finir, les prochains webinaires qu'on va faire nous sur le secteur d'activité, il y en aura un sur les métiers de bouche le 30 avril à 11h. Et puis, le 25 juin, on parlera des métiers du transport et de la logistique. Donc, pour s'inscrire, le site Orientation Pays de la Loire. Voilà, j'espère que ça a été instructif pour vous, que vous avez pu poser les questions que vous aviez sur ce secteur-là. J'imagine que ça a été assez dense. Et je vous remercie de votre attention. Je remercie Monsieur Verdier, donc de l'ADT. Merci. Et puis également Madame Delay, donc de la FEPEM, qui ont participé à ce webinaire. Merci. Et puis merci à vous de votre participation. Je vois des retours. Merci, c'était très intéressant. Écoutez, très bien si ça a pu correspondre à vos besoins en termes d'informations sur ce secteur d'activité. Et puis bonne continuation à vous et à très bientôt sur des prochaines actions de pro du Carrefour F.